Oui, bonjour, merci de l'invitation. Alors, moi, c'est Gilles Barret, je suis chargé de recherche au CNRS à l'IPREM à l'Université de Pau. Et je travaille sur la géochimie des milieux aquatiques. Et je me suis spécialisé depuis une quinzaine d'années dans les otolithes. Vous en voyez ici. Alors, les otolithes, c'est... Alors, je vais passer les diapos, ça sera peut-être plus simple. Je vais faire un peu un contexte. En fait, les poissons, ils ont des besoins qu'ils doivent satisfaire pour effectuer leur cycle de vie. En particulier, ils doivent se nourrir, comme nous. Ils doivent pouvoir se développer, comme nous. On a besoin de grandir jusqu'à un certain âge. Et ils ont besoin de se reproduire. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les milieux aquatiques, il y a beaucoup de contextes défavorables. Vous avez une petite liste ici. Entravés par des barrages, ils ne peuvent pas forcément beaucoup bouger. Dégradation des habitats, que ce soit la pollution ou les substrats, la pêche et le changement global, le changement climatique. Et le poisson, pour faire son cycle de vie, il a besoin de se déplacer. Donc on a besoin de comprendre à l'heure actuelle dans les milieux aquatiques comment se déplace le poisson et pourquoi, et de façon à pouvoir voir comment il va pouvoir s'adapter et comment on va pouvoir l'aider à s'adapter. Donc il fallait trouver un moyen de pouvoir suivre tout au long de l'histoire de vie du poisson, à part mettre des capteurs dessus et le suivre, mais ça c'est un peu compliqué, ça se fait, mais ça ne peut pas se faire sur beaucoup de poissons. Nous avons développé une nouvelle méthodologie à partir de l'otolithe. Alors vous allez me dire, c'est quoi un otolithe? Peut-être qu'il y en a qui le savent déjà. Un otolithe, c'est ça. Alors ce sont des pierres en carbonate de calcium qui sont contenues dans l'oreille interne du poisson. Vous voyez, c'est pas gros, hein. Une pièce de 2 centimes, c'est tout petit, ça fait 2-3 mm pour un saumon. À quoi ça lui sert? Comme nous, on a des otolithes, nous aussi, dans l'oreille. Hein. Ça sert à l'audition et ça sert à l'équilibre. Quand on a des problèmes au niveau de l'oreille interne, on perd l'équilibre, on tombe. Le poisson, il ne pourrait pas nager droit s'il n'avait pas ses otolithes en bonne forme. Donc, un otolithe, vous allez me dire, oui, c'est bien, c'est une pierre, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, si on coupe et si on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a des stries qui ont une fréquence journalière. Ça veut dire qu'en fait, en comptant les stries, on peut avoir l'âge du poisson. Mais on peut accéder à une chronologie de la vie du poisson. Deuxième caractéristique, et c'est celle-là qui m'a beaucoup intéressé, celle-là était intéressante, mais puisque je suis dans un labo de chimie, c'est qu'en fait, dans ces stries, tous les jours, quand elles se déposent, il y a des éléments chimiques qui sont précipités avec les stries. Et en fait, ces éléments, ils proviennent par la respiration au niveau des branchies du poisson et par la nourriture qu'il va manger. Alors voilà un petit peu, je vais vous présenter ce que peut apporter la chimie des otolithes. Alors là, vous avez un otolithe schématisé avec les stries, grossi ici. Et là, on va regarder ce qui se passe. Par exemple, un poisson, vous voyez, en fait, il a une signature ici au début, c'est une signature natale qu'on va appeler, je repréciserai ça tout à l'heure. Et on peut avoir des éléments dans lesquels on va avoir l'habitat 1 qui est différent chimiquement de l'habitat 2. Là, ça, on va pouvoir évaluer à quel moment le poisson a changé d'habitat et dans quels habitats il s'est déplacé. Donc, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a trouvé des éléments ou des rapports, vous voyez, strontium, barium, l'isotopie du strontium, peu importe les éléments, qui nous permettent d'identifier la rivière, le milieu dans lequel il était. Parce que ces éléments, ils sont piégés dans l'otolithe en fonction de la composition de l'eau de la rivière ou de l'habitat où il va être. Mais on a aussi trouvé des éléments qui sont en relation avec le métabolisme du poisson, en particulier le zinc, ici le manganèse, qui nous ont permis de repérer des moments clés dans la vie du poisson, en particulier des hivers. Donc ça nous permet de déterminer le premier hiver, le deuxième hiver, etc. Et ça nous a permis de faire beaucoup d'autres choses, mais je vais vous le montrer assez rapidement. Alors ici, vous avez, voilà ce qu'on fait, c'est qu'un otolithe, on le prépare, on va le poncer jusqu'à atteindre le nucléus, le centre. On voit les stries ici. On va bombarder la surface de l'otolithe avec un faisceau laser. Et ce qui va être arraché à l'otolithe va partir dans des spectromètres de masse. Vous voyez ici un laser en fonctionnement. Et vous voyez ici, on enregistre le signal chimique de plusieurs éléments. Donc après, moi, mon travail, c'est d'interpréter, de traduire ces signatures en déplacement, en histoire de vie, en tout un tas de choses. Donc l'otolithe, pour moi, je considère que c'est un GPS parce qu'on va pouvoir faire déplacer le poisson, on va pouvoir regarder où est-ce qu'il s'est déplacé. Alors c'est un GPS chimique, ce n'est pas un GPS comme le nôtre. Il y a des conditions malgré tout. On ne peut pas l'utiliser partout. Il faut que
Condition 1, il faut que les habitats dans lesquels il a été soient chimiquement différents, parce que s'ils sont identiques, en fait, on va avoir toujours la même signature et on ne verra rien du tout. Deuxième condition, il faut que ça soit enregistré correctement dans l'autolithe. Et vous voyez ici le cas où on a l'enregistrement dans l'eau, l'enregistrement dans l'autolithe. Vous voyez, on a vraiment une corrélation linéaire. Donc on peut voir un poisson qui était dans cet habitat-là et qui a bougé dans l'habitat tout à fait en haut ou ici au milieu. Et enfin, dernière chose, il faut que les conditions dans un milieu donné soient stables, parce que sinon on va avoir des variations. On va dire le poisson a bougé, mais non, il n'a pas bougé, c'est que les conditions ont changé dans la rivière. Donc quelle information pouvait apporter donc, la chimie des otolithes pour les acteurs de la pêche, par exemple? Donc je vais vous présenter plusieurs exemples de ce qu'on a pu faire. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu les 3 catégories d'informations qu'on peut avoir. Donc, si on regarde que la zone ici au début, là, c'est ce qu'on appelle la zone centrale de l'autolithe, on va avoir un accès à l'origine natale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poisson, c'est un œuf qui est pondu, il y a un alevin qui naît, il va avoir une vésicule pendant quelques mois quand il est sous gravier pour les salmonidés. C'est la nourriture que la mère a donnée à l'œuf, donc à sa progéniture. Et donc, en fait, la signature va être la signature que la mère a mis dans cette zone centrale. Et on peut caractériser en particulier un poisson qui a fait son cycle en mer comme le saumon, donc une mer qui a fait son cycle marin, par rapport à une truite, par exemple, qui est restée dans sa rivière, ou alors une truite qui est passée par une pisciculture, qui a été élevée dans une pisciculture. Deuxième zone où on va aller regarder, c'est, vous voyez ici, alors c'est en vert ou en jaune, c'est pendant le développement dans la rivière. Par exemple, ici c'est le cas d'un saumon, là il est parti en mer, mais ce saumon il a pu vivre une première année dans cette rivière et une deuxième année dans cette rivière. Donc on va accéder à ça. Donc on a développé des bases modèles avec les signatures de plein de rivières qui nous permettent maintenant d'identifier un saumon, dans quelle rivière il est né, dans quelle rivière il s'est développé, quand il revient. Donc rétrospectivement, on peut aller chercher la rivière dans laquelle il s'est développé. Troisième info, alors là c'est le cas du zinc. On a observé qu'il y avait une relation linéaire entre la taille du petit juvénile et le rayon de l'autolithe, le rayon ici. Et du coup, en fait, avec des repères remarquables qu'on a pu observer sur le zinc, vous voyez ici, on a un premier creux, c'est le premier hiver, deuxième creux, c'est le deuxième hiver. On est capable de calculer la taille, par exemple, ici, j'ai spécifié, c'est un poisson d'alevinage qui a été déversé. On peut calculer à quelle taille il a été déversé. Ici, on peut réestimer au premier hiver, au deuxième hiver, et ici, au départ en mer. Donc, vous voyez, on a un faisceau d'informations sur l'origine natale, l'origine géographique, les rivières, mais aussi des tailles de départ ou au premier hiver. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir beaucoup d'infos sur la vie du poisson et peut-être expliquer aussi pourquoi à un moment il va bouger ou pas bouger. Alors là, je vais vous montrer, alors j'ai été ambitieux, j'ai mis 5 exemples. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous présenter. Donc je vais vous présenter, vu qu'on est dans le parc national, j'ai un petit travail que j'avais fait avec le parc national sur Marcado, sur la mobilité des tacons des Nives, sur la résilience de la truite dans la pique suite à la crue de 2013, sur le renouvellement des truites dans le lac Léman et sur la reconquête du saumon atlantique dans le Gave de Pau. Donc c'est vraiment juste quelques petits exemples. Alors voici pour la truite Fario. Alors la première chose que je fais, moi, c'est je vais analyser les rivières. Si elles ont des chimies différentes, je dis oui, je peux prélever des truites et je peux faire la chimie de l'autolithe. Donc vous voyez ici, alors Aratille, Loubosso, Cambales, et ici le Gave de Marcado. Donc vous voyez qu'en fait, avec l'eau, on a des signatures relativement différentes entre les tronçons. Donc ça veut dire que là, on pouvait regarder des poissons qui bougeaient. Alors, on a prélevé 6 poissons. C'était une petite étude, juste un test pour voir. Et vous voyez qu'ici, on a... alors, il y a 2 individus ici qui ont un peu la même tendance. Vous voyez qu'ici, c'est un encéphalogramme totalement plat. Ce sont des truites qui sont nées là, qui sont restées là, à l'endroit où elles ont été capturées, qui n'ont pas bougé. Donc, elles ont peut-être bougé sur une centaine de mètres autour de leur secteur, mais là, elles sont bien, elles ont de quoi manger, elles ont de quoi se reproduire peut-être, donc elles ne bougent pas. Et vous voyez ici les différentes rivières dans lesquelles on les a prélevées. Ça correspond à la rivière dans laquelle on a trouvé la signature. Ici, un autre exemple, une truite en fait qu'on a prélevée ici. Alors ici, il y a une barrière infranchissable à
à la montaison. Donc ça veut dire que cette truite, eh bien, elle est restée là et en fait, elle a vécu tout ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle a deux phases dans sa vie. Elle a une première phase avec ce rapport là, ici, et puis tout d'un coup, à 2 ou 3 ans, vous voyez ici les repères, les flèches vertes, c'est les creux de zinc que je vous disais, c'est les hivers. Donc là, je peux remonter au nombre d'hivers de la truite. Et bien celle-là, à 2-3 ans, et bien elle a bougé. Alors très certainement, l'explication, c'est que dans la partie haute, on a des anciens calcaires, des calcaires anciens, et que donc on a une signature qui tend vers du 0,709, qui est la signature d'un calcaire. Et très certainement, elle était dans la partie haute du bassin et elle est descendue dans la partie basse où là, on commence à avoir une signature un peu plus mélangée, parce qu'ici, on a des zones granitiques avec des forts rapports isotopiques. Donc, premier exemple, parmi 5 truites prélevées, il y en a une qui a bougé. Deuxième exemple, c'est une deuxième truite. Alors, celle-là, elle était capturée dans le gave de Marcado, donc ici, et on a une signature au début de sa vie, qui est le gave des Aratilles. Et très clairement, ce qu'on voit, c'est qu'elle a bougé avant la fin de sa première année. Vous voyez, celle-là, elle a bougé à 2-3 ans, celle-là a bougé à 1 an. Donc, c'est quelques exemples de ce qu'on peut faire avec la microchimie des otolithes. Donc, deuxième exemple, c'est les tacons du bassin des Nives. Donc là, vous voyez, vous avez 3. Alors, il y a la Nive d'Arnegui, Bérobi et l'Oribar. Et en fait, je vais faire les animations. Vous voyez, on a des profils qui sont très, très fluctuants, très changeants. Ça veut dire que le poisson, il a bougé. Donc, on a un premier poisson, le A. C'est lequel le A? C'est celui, je ne le trouve plus. C'est le rouge, là. Il était à l'aval d'Arnegui et il est parti remonter dans le Loribar. Je prends le cas du B, il était dans Bérobi, il est remonté dans le Loribar. Je prends le cas du C, il était à Arnegui-Amont, il est descendu à Arnegui-Aval, puis il est parti dans la Nive. Vous voyez, donc les tacons, ils ne sont pas toujours au même endroit. Alors je vais passer très vite. Je vais shunter ça. Alors l'explication, c'est très certainement, il y a beaucoup de tacons dans Arnegui. Densité dépendance, il y en a trop, il y en a certains qui n'arrivent pas à manger, ben, ils dévalent pour aller trouver à manger. Alors ça, c'est le troisième exemple. C'est un exemple qui est très intéressant. C'est suite à la crue de 2013, les truites avaient disparu, ou quasiment disparu. Il y avait eu une mortalité de 80 à 90% dans la Pique et la Garonne. Donc la PPMA est venue me demander si on pourrait tester les otolithes pour voir si en fait ils ont déversé des alevins chaque année pour réensemencer la Pique. En 2 ans, la Pique est remontée à la normale. 2 ans. Donc, ils voulaient savoir si c'était ceux qu'ils avaient déversés ou pas. Donc du coup, moi j'ai regardé. En fait, ils voyaient les couleurs différentes, c'est des chimies différentes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une quarantaine de truites ici, dans la pique, et on a essayé de savoir si elles étaient nées dans la pique ou si elles avaient bougé. Donc voici quelques exemples de profils que j'ai. Vous voyez, s'ils étaient restés tout le temps dans la pique, ça serait tout droit ici. On voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc si on regarde de plus près, ça c'est les différentes signatures. On s'est rendu compte qu'on avait 30% de ces 40 truites qui avaient une signature On, Antignac ou Picaval. Donc ça veut dire que celles-là, elles sont nées là. Et 70%, par contre, proviennent de migrantes de la Pique-Amont, de migrantes de Juzet et surtout d'un tout petit cours d'eau ici, le canal de Salles. Donc 50% des truites, en fait, la résilience de la pique, elle ne s'est pas faite dans la pique. Elle s'est faite principalement par des truites qui sont allées pondre ou qui se sont abritées dans des petits cours d'eau et qui ont réensemencé la pique. Du coup, en fait, la Fédé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, bon, là, le vinage, ça ne marche pas, j'arrête là le vinage, et j'entretiens toutes les connectivités des petits cours d'eau parce que je sais que c'est là que va se jouer lors de crues ou lors du changement climatique. C'est là que va se jouer la résilience de nos cours d'eau. Bon, je passe sur ça parce que sinon... Bon, le renouvellement de la truite lacustre dans les grands lacs alpins. Alors, en fait, ça avait chuté, les stocks avaient chuté. Et ce qu'ils voulaient voir, c'était... donc, ils avaient mis des alevins dans les rivières. Et quand ils les avaient marqués, ils se sont rendus compte qu'en fait, 80% du recrutement était un recrutement naturel qui renouvelait les truites lacustres du lac Léman. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la même chose. On a prélevé de l'eau, on a été chercher des otolithes. Donc en fait, il y avait 3 grandes zones. Il y avait
les affluents rive nord, les affluents rive sud, et 2 grands affluents, le Rhône et la Drance. Alors, première question, c'était de savoir, est-ce que c'est les gros affluents qui réalimentent le lac en truite lacustre ou c'est les petits affluents? Réponse, vous voyez le Rhône 15%, la Drance 5%. Non, ce n'est pas les gros affluents qui réalimentent en truite lacustre le lac Léman. C'est tous ces petits affluents-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres. Donc, vous voyez, c'est ça, petit bassin versant, c'est 70 à 80%, seulement 20 à 30% pour les grands affluents. Alors, il y avait une autre question qui se posait, c'est est-ce que les truites, une fois dans le lac, elles restent à proximité de leur cours d'eau ou est-ce qu'elles bougent dans le lac? Donc, il y avait 5 secteurs de capture. Donc là, nous, ce qu'on a regardé, c'est en fait combien de pourcentage correspondait aux rivières qui étaient dans le secteur de capture. Donc, il va falloir que j'accélère. Et donc, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout le cas. En fait, vous voyez ici, le secteur de capture 2, c'est 58%. Donc là, ça va. Là, il n'y en a que 17%. Ici, il n'y en a que 3%. Et là, il n'y en a que 34%. Donc, ça veut dire que la truite lacustre du lac Léman est une truite qui circule beaucoup dans le lac. Et c'est vraiment un stock mélangé. C'est le dernier exemple. Alors, la reconquête du gave de Pau, pour le saumon, vous voyez ici, ça c'est les données de comptage aux caméras Arctix. Jusqu'en 2014, on avait une progression constante, légère. Et puis depuis 2015, là, on est passé à 800. Alors ça oscille entre 700 et 1200. Donc moi j'ai prélevé des otolithes de 2000 pour remonter aux cohortes en fait, de 2011 à 2019. J'ai toutes ces cohortes là. Et donc, avec l'autolithe, j'ai essayé de regarder pour savoir d'où ça provenait. Est-ce que c'est la levinage qui marche mieux? Est-ce que c'est une reproduction naturelle qui a pris le dessus? Voilà, c'était un peu les questions. Donc, vous voyez ici, en bas, je vais commencer par le bas, c'est la quantité d'alevin déversé en fonction des années. On voit qu'au fur et à mesure des années, ça a diminué. Donc, on en met moins. Pourtant, vous voyez ici en jaune, c'est les retours d'alevinage. Alors j'ai mis une courbe qui montre une petite tendance en fait. Alors en fait, ce n'est pas vraiment une tendance. On voit qu'ici, il y a un certain palier. Et à partir de 2012, là, on voit qu'on est passé un cran au-dessus. On n'a pas multiplié par 2, mais pas loin. Donc il y a quelque chose qui s'est passé en 2012. Et vous voyez que donc ça veut dire que l'alevinage, on en met moins, mais on en retrouve plus dans la deuxième période ici. Donc vous voyez, on n'en met pas beaucoup et on en a plus. Alors qu'on en mettait beaucoup et on n'a pas forcément des bons retours. Ici en bleu, c'est la reproduction naturelle. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose sur l'alevinage, mais le gave de Pau, il y a eu la réinstallation d'une repro naturelle. Alors vous voyez ici 2013-2014, il faut être prudent. 2013, c'est la crue de 2013 qui avait décimé une grosse partie des alevins. Donc c'est normal. Et ça a aussi impacté 2014 parce que les géniteurs qui étaient là en 2013, il y en a quelques-uns qui n'ont pas survécu à la crue. Donc on voit que c'est à la fois l'alevinage qui marche mieux et la repro naturelle qui a permis de reconquérir le gave de Pau. Ici, j'ai été même plus loin, j'ai calculé des taux de retour. Et vous voyez ici la période 2008 à 2011 où on voyait que l'alevinage ne revenait pas tant que ça. Vous voyez les taux de retour étaient relativement faibles. Entre 2012 et 2015, les taux de retour, ils ont changé. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, amélioration de la continuité écologique, amélioration de la stratégie d'alevinage, reprise Donc vous voyez, on voit avec les otolithes, on arrive à détecter des informations qui permettent de poser des hypothèses ou d'expliquer pourquoi on voit cette orientation. Donc là, je crois que j'ai fait le tour de ça. Et ici, ça c'est sur le gave d'Oloron. J'ai calculé des taux de retour sur le gave d'Oloron, reproduction naturelle. Alors il faut faire attention parce que ici, le taux de survie a été impacté par le moment où on a déversé les poissons. Donc ici, les clairs, ici, c'est avril. Les jaunes un peu plus foncés, c'est au mois d'août. Alors que la repro naturelle, en fait, c'est des comptages de 0+ au mois de septembre. Mais même si on considérait 50% de survie des alevins ici jusqu'au mois de septembre, pour vraiment comparer à la repro naturelle, on est loin du compte de à peu près 1% de taux de retour. Donc ça veut dire que, franchement, il vaut mieux quand même laisser faire la nature et la reproduction naturelle plutôt que compter sur l'alevinage.
Bon, là, je crois que je vais passer, puisque j'ai largement dépassé. Puis, je vais peut-être revenir. Ça, c'était juste la conclusion, c'est qu'avec le changement climatique, en fait, la résilience des populations de salmonidés, avec l'augmentation des températures, l'augmentation des phénomènes extrêmes, donc crues, extrêmes, à sec, pas beaucoup d'eau, il va falloir vraiment être vigilant à ce que les zones refuge thermiques qu'il faudra identifier, les salmonidés puissent les rejoindre. Vous voyez que les truites, je vous ai montré que en fait, les poissons, ils bougent pas mal. Il faudra qu'elles puissent aller se mettre à l'abri dans des zones refuge thermiques. Il faudra qu'elles puissent aller se mettre à l'abri lorsqu'il y a des grosses crues, donc vers des petits affluents. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la Pique, de façon à ce qu'elles puissent s'abriter et se reproduire pour qu'en fait, il y ait un réensemencement des rivières principales qui auront été impactées par les crues. Et il faudra surtout aussi qu'elles aient des habitats favorables, que ce soit à la reproduction, que ce soit en termes de qualité ou de substrat. Donc l'avenir des salmonidés passe par notre capacité à permettre à la truite de bouger, continuité écologique, d'accéder à des habitats favorables et d'accéder à des habitats refuges thermiques. Voilà, donc je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. On peut prendre quelques questions. Oui, merci beaucoup, j'ai trouvé ça passionnant. Par contre, j'ai dû rater peut-être quelque chose sur la Pique et sur le lac Léman, où j'ai l'impression que la question initiale était de savoir quels étaient aussi devenus les poissons qui avaient été introduits, enfin les alevinages, et oui, que le résultat, c'était 0%. Oui, quasiment 0%. On n'a pas retrouvé sur les 40 truites, on n'a pas retrouvé du tout de truites d'alevinage. Alors nous, on a pris des truites qui avaient 2 ans et plus, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des truites qui étaient nées après la crue. C'est-à-dire qu'en fait, la crue a eu lieu en juin 2013. Donc, c'est des truites qui ont pondu en décembre, janvier 2013-2014. Donc, on a pris essentiellement cela parce qu'on voulait vraiment savoir quelles étaient les truites qui avaient permis la résilience immédiate. Et en fait, dans ces truites-là qui avaient 2 ans et plus, 0 truite. Et en fait, il y a un collègue qui a analysé la génétique sur des écailles. Et il a obtenu exactement les mêmes résultats. Quand on a une rivière dans laquelle il y a des truites sauvages, une population, ça ne sert à rien de mettre de l'alevage. C'est peine perdue, c'est de l'argent perdu. Par contre, à l'aval de la Garonne, alors là, je ne vous ai pas montré les résultats, à l'aval de la Garonne, où il y a une très faible population, l'abondance est plusieurs fois inférieure à la Pique. Là, ils avaient aleviné. C'est revenu assez vite aussi à la population initiale. Mais là, par contre, c'était quasiment que des truites d'alevinage. Donc là où il n'y en a plus, ça a du sens d'en mettre pour relancer une population. Ce n'est pas gagné parce que l'alevinage, c'est vraiment sur des longues durées. Mais là où il y a de la truite sauvage, ça sert strictement à rien. Mais vraiment strictement. C'est de l'argent perdu. Et du coup, en fait, la PPMA de Luchon, ils ont carrément arrêté d'aleviner. Ils ont dit, voilà, nous on arrête, on prend acte des informations que vous nous donnez, on arrête l'alevinage. Et on met cet argent pour améliorer la connectivité de tous ces petits cours d'eau, améliorer l'accès des poissons, mettre des cages, des habitats, de façon à ce qu'il puisse y avoir une continuité. C'est pour ça la continuité écologique que j'ai mis dans le titre, c'est à tous ces titres-là qu'elle est importante. Elle n'est pas que sur un long linéaire, elle est aussi avec tout un tas de petits cours d'eau, de petits ruisseaux qui en fait peuvent servir de pépinière et d'abri en cas du changement climatique. Et alors ça, c'est un message que j'aimerais bien faire passer. Et ces petits ruisseaux, les grands ruisseaux mettent des arbres, on n'empêchera pas le soleil de chauffer l'eau au centre de la rivière. Sur des petits cours d'eau comme ça, il faut impérativement laisser la canopée. Il faut que c'est 2, 3, voire 4 à 5 degrés des fois d'avoir une couverture d'arbres. Et du coup, en fait, c'est des abris thermiques pour les poissons. Donc je crois que maintenant, il faut réfléchir à comment on doit travailler sur nos rivières pour permettre à nos poissons qu'on a un peu... les conditions dans lesquelles ils sont maintenant dans les rivières qu'on a un peu, pas massacrées, mais on a un peu altérées. Je crois qu'il est temps maintenant de les aider un peu, quoi. Merci. D'autres questions avant de conclure ?
Ah oui, bah, je n'ai pas voulu vous le montrer là, mais en fait, je crois qu'il était sur une diapo. Le crash 2023, le Gave de Pau, on est passé de 400 saumons à 700, 1200, on est monté. Donc magnifique, on est le seul bassin qui avait réussi ce pari-là, d'arriver à recoloniser, à refaire une population. Et 2023, patatras, 300 saumons dans le Gave de Pau. Cette année, on est parti pour en avoir 200. Mais c'est général. C'est le bassin, c'est général à la France, c'est général au Canada, c'est général au Groenland, partout. Toutes les populations à saumon atlantique ont chuté en 2023 et ont été pas bonnes en 2024. Donc c'est une cause qui est probablement marine. Je pense qu'on a atteint un point de rupture dans l'océan, avec en particulier les canicules marines, qui peuvent faire beaucoup de mal. Et en Arctique, en 2020, il y a eu une canicule marine qui a duré 103 jours. Et en fait, vous réchauffez l'eau de surface, du coup, en fait, vous stratifiez la colonne d'eau. Il n'y a plus les échanges d'eau froide riche en nutriments qui remontent à la surface, qui permettent une efflorescence de diatomées ou autres microalgues, et qui est la nourriture, en fait, comme des invertébrés de nos rivières, par exemple. Donc, en fait, c'est toute la chaîne alimentaire qui en pâtit. Et malheureusement, j'ai peur que ça soit difficile de remonter. On verra, l'année 2025-2026 nous le diront. Mais si c'est le cas, si c'est ce genre de phénomène, ça veut dire qu'il faudrait qu'on réinverse ce qu'on a engendré au niveau climatique. Même si on le faisait maintenant, on en a pour des décennies d'inertie avant que ça soit le cas. Donc voilà, j'ai bien peur qu'on a eu des belles ressources dans le bassin de l'Adour et qu'il va falloir s'habituer à en avoir moins. Cette année, on va être à 1000 poissons à peine sur le bassin de l'Adour. On était entre 3000 et 7000 revenus chaque année. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on a laissé la pêche au filet professionnel se dérouler cette année. Et c'est une aberration. On aurait dû l'interdire. Et pourtant, il y avait des faisceaux qui laissaient apparaître qu'on n'aurait pas beaucoup de retours de saumon, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup un hiver de mer des Castillons en 2023. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il n'y en ait pas. Et ça s'est vérifié, il n'y en a pas. Mais les pêcheurs, ils ont quand même pêché. Et donc, c'est autant de poissons qui n'ont pas pu venir se reproduire. Donc, voilà, encore une fois, il faudrait qu'on réfléchisse à se dire, bon, il faut arrêter de taper sur les ressources et se poser la question de qu'est-ce qui est adéquat de faire pour arrêter de m'attaquer les poissons ou autres animaux.